Vous vivez aussi un vol où vous avez failli perdre la vie. Qui se rend compte qu'il n'y a plus d'oxygène? C'est le pilote. Vous vivez un séisme. C'est pas normal, c'est pas humain. Et après, j'ai vu les murs qui bougent. Et je pense que c'est un avion qui fait un crash dans l'hôtel parce que l'hôtel est 1 kilomètre de l'aéroport de Marrakech. J'ai dormi avec mes vêtements et avec mes chaussures dans mon lit. Chaque moment, quelque chose va passer et je peux courir. Toute l'équipe est morte. C'est clair. Toute l'équipe est morte. Coach, après un moment, ça fait un moment qu'on essaye de s'appeler, qu'on essaye de se voir. Enfin, on se rencontre pour cette fameuse interview. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, coach, qui êtes-vous? Vous avez longtemps d'interview parce qu'il y a beaucoup d'idées naturellement. Je suis 52 ans, je suis belge et gambien, né en Belgique. J'ai joué football en Belgique jusqu'à 23. Beaucoup de blessures, arrête de football, mais aussi un choix vraiment pour être entraîneur. Commencé comme entraîneur en Belgique à l'âge de 24, mais entraîneur principal, le plus jeune entraîneur principal dans le football belge. Commencé comme professionnel entraîneur à 28 et après un grand tour du monde, travaillé avec 12 pays, l'équipe nationale, la majorité en Afrique, et maintenant sélectionneur du Mali. Les sélectionneurs qui s'aventurent souvent dans plusieurs pays d'Afrique, on les appelle les baroudeurs. Est-ce qu'officiellement aujourd'hui on peut dire que vous êtes un baroudeur du coup? Je suis un entraîneur professionnel. Dans le monde football, c'est une qualité d'être flexible. Il y a beaucoup des entraîneurs. Il y a aussi des entraîneurs qui travaillent avec les clubs. Il y a des entraîneurs qui parlent seulement une langage. J'ai l'avantage que je parle beaucoup de langages. Je suis flexible, je respecte les cultures et je peux adapter. Et peut-être c'est la raison que j'ai travaillé dans beaucoup de pays. Il n'y a pas vraiment le choix de travailler avec beaucoup de pays, mais dans ma vie, ça passe. Et quand tu as des bons résultats, il y a toujours des nouvelles offres, mais je ne veux pas être un globe-trotter, un baroudeur, je veux être seulement un entraîneur professionnel, ambitionné, avec beaucoup de potentiel pour travailler dans des pays différents. Après avoir sillonné le monde dans différents continents, différentes équipes, différents types d'infrastructures et de budgets, est-ce que vous ressentez vraiment cette différence selon les continents, selon les équipes que vous coachez? Oui, il y a une grande différence. Il y a une grande différence, pas seulement au monde, dans les continents, mais aussi dans un pays. Je vais te dire qu'il y a une grande différence en France entre Marseille et PSG. Il y a une grande différence entre Bayern Munich et Dortmund, mais c'est dans le monde football dans tout cas. Et c'est important comme entraîneur que tu adaptes ça, de respecter le culturel régional d'un pays, d'un club. Et que tu peux adapter, c'est la connaissance qui c'est important, accepter que le monde que tu travailles. Et pour moi, j'ai vraiment, je pense que je suis mieux comme entraîneur que 20 ans passés ou 15 ans passés, parce que dans chaque pays que je travaille, j'étudie quelque chose, ça donne quelque chose dans ma vie comme entraîneur et comme personne. Et pour moi, c'est tout de bonnes expériences. Et le monde est fantastique, le monde football est très intéressant. Il y a beaucoup des entraîneurs qui sont nés dans un pays qui pensent qu'ils connaissent la vérité parce que c'est leur vérité. Et quand tu voyages dans le monde football, tu vas savoir qu'il y a beaucoup de vérités. Bien sûr. Est-ce que vous avez connu des déceptions dans votre parcours de sélectionneur? Oh oui, naturellement, comme entraîneur, c'est normal. Je suis maintenant 28 ans entraîneur et c'est principal et je pense 17 ans, c'est 17 ans passé, j'ai commencé comme sélectionneur en Namibie. Il y a des déceptions, il y a des déceptions dans les résultats, il y a des déceptions dans les choix que tu fais. Peut-être que tu penses de commencer en fédération qui ne sait pas vraiment que tu veux, mais il y a aussi des déceptions quand des moments que tu peux peut-être signer avec un pays que tu veux et après ça change et tu ne peux pas signer. Dans le monde, c'est pas seulement dans le monde football, il y a des déceptions, mais tu dois être plus fort après et tu dois être convaincu de votre qualité, tu dois travailler avec respect quand tu gagnes, quand tu perds, tu dois être normal et après tu es plus fort. L'Afrique vous a parfois joué des tours dans votre aventure. Qu'est-ce qui s'est passé en Namibie? Oui, pour moi, l'Afrique, c'est quelque chose de spécial. Il y a
pas beaucoup de monde qui savent ça, mais comme jeune joueur et entraîneur, je suis toujours le football africain. Et pour les jeunes personnes, il n'y a pas l'Internet ce temps-là. Il y a des journaux, des magasins que tu peux acheter. Il y a l'Afrique Football ce temps-là. Tu peux seulement acheter ça en Anvers dans les grandes villes. Et je suis toujours en 90, 95, 98 les résultats des clubs africains, les résultats des équipes nationales. Naturellement, je suis né en 73 et mon première expérience comme petit garçon, c'est la Coupe du Monde en 82 avec Algérie et Cameroun en Coupe du Monde, avec Rabat Madjer, avec Roger Mila, Chrono, les grands stars pour moi. Et ce moment-là, j'ai vraiment le sentiment l'Afrique, c'est quelque chose pour moi. Et toute ma vie, j'ai l'ambition d'aller en Afrique. Il y a des entraîneurs qui font le choix pour l'Afrique parce qu'il n'y a pas d'opportunités en Europe, seulement parce que c'est la seule option. Pour moi, c'est vraiment une ambition du début. J'ai jamais l'ambition de travailler en Belgique en D1. J'ai jamais pensé de grands clubs en Espagne. J'ai toujours pensé que je veux être sélectionneur en Afrique. Et en 2008, j'ai reçu la première occasion avec l'âge de 35 pour être sélectionneur au Namibie. Et c'est une expérience fantastique. C'est la première fois que je suis sélectionneur. Et c'est la première fois de travailler vraiment en Afrique. J'ai travaillé avec une bonne fédération, avec Joe Mignon comme président, Barry Core comme secrétaire général, un très bon team manager, Tim Isaacs, et avec une équipe, avec quelques joueurs professionnels d'Europe, et avec des joueurs locaux, des joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Et ce temps-là, quand j'arrive, Namibie n'a pas de bons résultats. Avant que j'arrive, l'entraîneur avant moi a 11 mois, 10 perdus et seulement une victoire. Et on a changé plus vite les résultats, on a gagné des bons résultats, improuvé la FIFA Ranking avec 35 positions, et c'est une très bonne expérience. Et moi, c'est peut-être dommage que j'ai parti là-bas après 2 ans et demi, mais dans le jeunesse, il y a une offre qui pour moi est plus intéressante dans ma vie, et c'est la raison que j'ai parti. Mais je connais ma femme aussi du Namibie, on se connaît là-bas. Elle est journaliste là-bas et je veux une bonne connexion avec des journalistes. Mais on est mariés, on a un enfant et on retourne plusieurs fois au Namibie. C'est notre place de retourner et c'est peut-être ensemble avec Gambie aussi mon maison en Afrique. Windhoek. Ouais. On vous sent détendu, épanoui aussi dans ce poste en Afrique, un poste supplémentaire de sélectionneur dans une grande nation africaine. Est-ce que vous avez été aidé dans cette aventure par des homologues pour vous conforter en Afrique ou pas du tout? Oh, je ne sais pas. Dans le monde football, je pense que tu es un peu seul, hein. Il y a des moments que vous avez beaucoup d'amis et beaucoup de peuples qui vous veulent aider, que c'est le moment que tu as des bons résultats, mais ça change beaucoup. Il y a toujours des nouveaux entraîneurs et qui gagnent des titres qui sont là. C'est vraiment, quand tu veux réussir quelque chose, c'est important que tu travailles avec vous, avec la connaissance que tu as. Mais je suis supporté sûrement par ma famille. Au début, c'est très important pour connaître l'Afrique. Ma femme est africaine. Et après, naturellement, il n'y a plus de contact. Il y a des peuples qui m'aident. Et le rêve est toujours là. Et plusieurs fois, je suis très proche de ça, de travailler à un des grands pays en Afrique, parce que mon ambition est claire. Je veux aller aux Coupes du Monde avec un pays africain. Et j'ai dit ça aussi plusieurs fois. Je pense vraiment que c'est possible pour un pays africain pour être champion du monde. Je ne parle pas peut-être les petits pays, mais les grands pays en Afrique. J'ai dit ça 10 années passées et je vais dire ça maintenant. Quand il y a une bonne organisation, quand il y a une bonne structure, un bon planning et aussi le goût de discipline dans le jeu, et quand c'est un entraîneur qui connaît l'Afrique, connaît la stratégie et connaît les joueurs, un pays africain peut vraiment créer l'histoire. Maroc a fait une très bonne histoire en 2022 au Qatar. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui peuvent faire ça. Et c'est aussi mon ambition, mon rêve. Et c'est aussi la raison que je suis ici. Vous aviez déclaré à la presse, selon vous, si je peux me permettre, qu'il y avait deux CAN, une pour les petites équipes et une pour les grandes équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez toujours cette conjoncture ou pas? Cette différence? Non, je pense que
Les dernières années, il n'y a pas de petites équipes, hein. On a vu que, OK, maintenant il y a 24 équipes, avant c'est 8, après c'est 16 équipes, c'est plus grandir. Il y a les peuples qui sont peur pour ça, mais ça commence en 2019 avec les performances du Madagascar, en 2021 avec Gambie et Mauritanie. On a vu Namibie, on a vu des autres pays avec des très bons performances au CAN. Pour moi, naturellement, il y a des grands pays, mais il y a beaucoup de grands pays en Afrique. Il y a peut-être 9, 10 pays qui peuvent être champions d'Afrique. Et il y a aussi des autres pays qui sont improuvés beaucoup. Et mes félicitations dans toutes les petites fédérations pour le développement. On a vu Mauritanie, que M. Yahya qui a fait, c'est fantastique, l'infrastructure, l'organisation, aussi les mêmes passes au Djibouti, les autres fédérations, ça, Comores, ça impreuve. Et c'est très bien pour le football africain. C'est clair que peut-être pour être champion, il y a un groupe de 10 pays qui peut être champion, mais il n'y a jamais un match facile dans les qualifications, mais sûrement aussi au tournoi, il n'y a pas de match facile. Je pense que vraiment le niveau s'est élevé dans le show positif. Ouais. On va revenir hein, sur cette performance et le moment qui vous plaît le plus sur l'Afrique, mais j'aimerais juste un petit instant énumérer avec vous toutes les sélections que vous avez faites pour un peu se rendre compte du bagage. Est-ce que vous pouvez nous dire toutes les sélections que vous avez faites? Je les connais, hein, mais c'est... Ouais, ouais. Ah, j'ai commencé en 2008-2010 avec Namibie, une très bonne expérience avec les Brave Warriors. Comme j'ai dit, des bons résultats. Ce temps-là, j'ai toujours un contrat pour 2 ans, mais j'ai reçu une offre. J'ai parlé avec Angola, j'ai parlé avec Zimbabwe. Et pour ma connaissance, Zimbabwe a plus de joueurs professionnels en Europe, plus de qualité. Et j'ai choisi pour aller au Zimbabwe. C'est un choc au Namibie. Et c'est peut-être un mauvais choix de temps-là pour moi. Mais j'ai jamais fait un match avec Zimbabwe parce que 2 semaines après que j'ai signé, je dois partir plus vite. Il y a un problème politique officiellement avec mon permis de travail. J'ai pas un permis de travail, mais un entraîneur avec une UEFA Pro qui a travaillé 2 ans et demi avec une autre sélection avec des bons résultats va recevoir toujours un permis de travail. 2 ans après que j'ai parti, c'est clair pour les raisons que je dois partir. Zimbabwe est involvé dans les cas de match fixing avec Rai Parmulan. Il a perdu les matchs et moi, je suis un entraîneur qui veut gagner. J'ai sélectionné la meilleure équipe, les professionnels qui jouent en Europe et il ne peut pas utiliser pour le match fixing. Tu veux les locaux qui acceptent peut-être l'argent pour ça. Mais c'est une mauvaise expérience ce temps-là et c'est vraiment dommage que je parte Namibie pour Zimbabwe et j'ai jamais joué un match. Le seul chose bien, c'est que j'ai jamais perdu comme avec Zimbabwe. J'ai jamais joué un match, mais j'ai jamais perdu. C'est le seul. Peut-être je suis le seul entraîneur qui n'a jamais perdu là-bas. Après, j'ai travaillé aussi avec des clubs naturellement et je retourne en Afrique avec Éthiopie en 2011. La raison que j'ai choisi pour Éthiopie, c'est clair. Il y a un grand match contre Nigeria, le premier match avec Éthiopie. 10 jours avant que j'arrive. Et j'ai parlé avec Nigeria en 2009 pour être sélectionneur du Super Eagles pour la Coupe du Monde 2010. Il choisit un autre entraîneur et j'ai pensé je veux prouver quelque chose. Quand j'arrive en Éthiopie, ils ont perdu avant que j'arrive 4-0 à Abuja contre Nigeria, 4-1 à domicile contre Guinée-Conakry. Il n'y a pas de bon résultat. Tout le monde a dit qu'est-ce que tu fais ici? On n'est pas un pays de football. Et je pense dans les périodes, parce que j'ai signé seulement un contrat de 5 mois, il n'y a pas un budget pour un long terme contrat. Dans cette période, on a changé tout là-bas. On a fait presque victoire contre Nigeria. On est 2-1 jusqu'à les 90 minutes et Joseph Yobo a fait un 2-2. Mais une bonne expérience. Il y a toujours beaucoup d'Éthiopiens qui parlent de ça. On a gagné contre Madagascar 4-2 et on a donné une nouvelle expérience pour les spectateurs éthiopiens. Et jusqu'à maintenant, les différents présidents de la Fédération éthiopienne des dernières 10 années appellent moi de retourner. Et c'est un grand honneur pour ça, mais ce temps-là, il n'y a pas de budget pour un entraîneur étranger. Soit après 5 mois, je suis parti là-bas. Après ça, j'ai travaillé au Yanga. J'ai gagné la Coupe CECAFA avec Yanga en Tanzanie, mais toujours le rêve pour travailler avec une équipe nationale là. Et j'ai parti au Yémen, au Golfe.
C'est un choix difficile pour beaucoup de peuples parce que c'est un pays en guerre. Aussi, l'ambassade belge a dit, qui est en Saoudi, qui a dit que tu ne peux pas aller là, c'est dangereux. Mais c'est un bon choix pour moi parce que au début, j'aime la culture arabe. J'ai travaillé au Qatar, j'ai travaillé en Jordanie et j'aime la culture arabe. Et vraiment, je veux travailler au golf pour jouer la Coupe du Golfe, la Coupe du West Asian Football Federation. Et c'est la raison que j'ai choisi pour Yémen. Et c'est une très bonne expérience. J'ai aimé la culture au Yémen, j'ai aimé les personnes. Et aussi, après que je pars là-bas, il y a 3 fois que la fédération m'a demandé de retourner là-bas. C'est un grand honneur encore une fois. Il y a des joueurs, presque rien de personne n'a parlé anglais. Et ça aide mon arabe. J'ai essayé de parler avec mes joueurs en arabe. Et ce temps-là, on n'a pas de PowerPoint. C'est toujours avec Flipchart. Et j'ai écrit mon équipe en arabe. Tous les joueurs, les noms en arabe, parce que je sais mon joueur ne parle pas anglais et c'est plus facile. Mon respect pour les joueurs et j'ai fait le coaching en arabe et c'est une grande expérience. Naturellement, sportivement limité, mais on a fait des bons résultats là-bas. Et après Yémen, j'ai travaillé pour un contrat court de 3 mois avec Malawi. Le président, là, Walter Nyamaland, m'a demandé pour un seul match contre Nigeria. Et ça, que je connais le Nigeria, le football très bien. Et tu dois savoir, après le match contre Nigeria en 2011 avec Éthiopie, j'ai reçu l'offre d'être directeur technique de fédération nigérienne. On a discuté avec le comité exécutif, avec Christophe Green, JJ Okocha, Garbalawa, Victor Ikpeba et tout. On a agréé un contrat pour 4 années, mais après, c'est le ministre du Sport qui a dit je veux un local et pas un étranger. C'est en 2013, quand je peux jouer encore une fois contre Nigeria, j'ai accepté l'offre du Malawi. C'est dommage qu'on n'a pas gagné. On a perdu 2-0 au Calabar et Nigeria a qualifié pour la Coupe du Monde. Mais encore, j'ai une très bonne relation avec les Maliens, les peuples de Malawi et le président là. Mais c'est toujours, ce temps-là, très mauvais pour mon CV. Parce que tout le monde a dit, ah, Tom, il ne reste pas longtemps dans les pays, et 3 mois là-bas, 5 mois là-bas, et les peuples ne savent pas la vérité. Ils ne savent pas qu'il y a les contrats limités, il n'y a pas le budget pour un contrat d'une année ou plus. Mais j'ai toujours bien travaillé dans les pays et toujours bien respecté après ça. Je retourne après en Belgique pour un club et aussi un club en Afrique du Sud. Et en 2015, j'ai l'occasion de travailler avec Togo. C'est peut-être la première fois que je peux travailler avec un pays avec un statut, un pays qui a joué la Coupe du Monde. Et je pense qu'on a fait un bon travail. On est en route pour qualifier Togo pour le CAN 2017. On a joué 4 matchs. On a gagné contre Djibouti, on a gagné contre Libéria, un match nul contre Tunisie et seulement perdu un match nul. Perdu un match contre Tunisie et là-bas. Et les derniers 2 matchs, c'est Djibouti à domicile et Libéria à extérieur. On a besoin de 3 ou 4 points pour être qualifié. On est en route pour être qualifié. Et 2 semaines après le match contre Tunisie, j'ai reçu un appel du ministre du Sport qui m'a dit de venir. Et il m'a demandé que tu veux partir comme entraîneur. J'ai dit non, on est en route pour qualifier. Lui, il dit oui, je sais, mais j'ai un problème. Le chef d'État m'a demandé de demander vous de partir parce qu'on a un groupe d'investis mondialais et qui veut un entraîneur français prendre de la place. Et j'ai parlé avec ma femme, j'ai parlé avec mon agent ce temps-là. Et il dit, quand je demande le ministre, quand je ne pars pas, qu'est-ce qui passe? Et le ministre dit, le ministre va être viré par le président d'État. Il n'y a pas de choix. J'ai parti au Togo et c'est peut-être une grande déception parce que ça peut être mon premier CAN en Afrique avec un pays. Claude Roy est venu, il a qualifié les derniers 2 matchs, un match nul contre Libéria, une victoire contre Djibouti. Quand tu penses que j'ai gagné contre Libéria et gagné contre Djibouti les premiers 2 matchs, il a 4 points dans les derniers 2 matchs. Il est qualifié, il est allé au CAN. Mais n'oubliez pas que c'est le dernier CAN que Togo a qualifié. Après, Togo n'est jamais qualifié pour un CAN, pas en 2019, pas en 2021, tout avec le Roi,
pas en 2023, pas en 2025. Sont, moi, j'ai fait 4 de 6 matchs pour la qualification, la dernière qualification du Togo, mais ça n'est rien. C'est la plus grande déception peut-être un des plus grandes déceptions comme entraîneur, parce que je veux prouver quelque chose et 2 matchs avant la fin, 2 matchs faciles avant la fin, je ne peux pas finir mon travail. Et après, euh, peut-être un mauvais choix. Il y a quelqu'un en Togo, quelqu'un de Pakistan qui est un ami du président du Bangladesh, qui me demande pour 3 mois d'aider le Bangladesh pour 2 matchs. Financièrement très intéressant et j'accepte l'offre. Mais le monde football ne connaît pas le football au Bangladesh et j'ai travaillé là-bas, mais sûrement, ce n'est pas le niveau comme en Afrique. Financièrement très intéressant. C'est 3 mois, mais c'est pas bon pour mon CV. C'est un choix mauvais, mais comme entraîneur, comme personne, tu prends des choix positifs, tu prends des choix négatifs et peut-être après, je prends des choix mieux. Après Bangladesh, j'ai reçu l'offre de faire un travail pour Trinidad et Tobago. Pour moi, encore après Togo, deuxième fois que j'ai pensé, c'est un pays avec qualité, avec potentiel. Trinidad et Tobago a joué la Coupe du Monde en 2006, comme Togo et Angola en Allemagne. Et quand j'arrive, mes premiers matchs sont extérieurs. Les dates FIFA, c'est le dernier playoff pour qualifier pour la Coupe de Gold, de Coupe d'Or. C'est la Coupe Afrique en Amérique du Nord. Et ils ne sont pas qualifiés dans la phase de groupe. Il y a une dernière occasion pour qualifier. Et j'accepte ce rôle pour ça. Et quand j'arrive, je fais une sélection de 30 personnes. Mais il ne vient pas 17 personnes, les meilleurs joueurs qui jouent en Europe, aux États-Unis. Et après, on m'a dit que le président n'a jamais invité les joueurs. Et c'est un peu rare pour moi, je ne comprends pas. Les joueurs disent qu'on n'a jamais reçu l'invitation. La Ligue est toujours là et je dis, OK, je vais inviter les joueurs locaux. Et il y a un club, Central FC, je pense, qui est numéro 1 dans la Ligue. Je sélectionne 5 joueurs de le club. Et le président, Brent Sancho, un ancien joueur du Trinidad et Tobago, un ami maintenant de moi, il appelle et dit, non, mais je ne vais pas libérer les joueurs. Mais je dis, on a des matchs compétition, des qualifications. J'appelle mon président, il dit, non, je ne vais pas arrêter la Ligue, tu dois choisir les autres joueurs. Et après, je joue presque seulement les joueurs du club du président, les joueurs qui jouent pour le club ou qui a joué avant pour le club. On n'a pas les résultats que je veux, on n'est pas qualifié. Et je suis très, très fâché parce que moi, comme entraîneur, je suis responsable pour les résultats et je n'ai pas de problème de ça. Mais quand je sélectionne des joueurs qui ne sont pas invités, quand je veux les joueurs locaux et la fédération n'aide pas par arrêter la ligue pour 2 semaines, j'ai parti après 35 jours le job là-bas. Ma femme est toujours fâchée pour ça parce que Trinidad et Tobago, c'est vraiment belle pour vivre. Mais on a parti parce que moi, je suis un entraîneur professionnel, je ne suis pas marionnette, je veux faire mon travail, je respecte les cultures, je respecte les manières de travail, mais quand je suis sélectionneur, moi, je suis responsable. Soit après ça, plus vite, j'ai reçu l'offre du Malte. Et pour moi, c'est une offre intéressante, pas sportivement, mais travailler en Europe, notre culture, peut-être jouer contre les grands pays européens. C'est un pays qui gagne presque rien des matchs, 100% pas contre les grandes équipes, mais c'est bien pour mon développement et ma famille a accepté ça aussi, j'ai travaillé là-bas. Mais après 6 mois, le président m'appelle et dit, tu as sollicité pour le job du Cameroun, c'est dans les médias. Et j'ai dit non. J'ai sollicité plusieurs fois pour le job du Cameroun, mais ce temps-là pas. Et parce que mon nom est aux médias, je suis viré là-bas. Et c'est la seule fois que je suis vraiment viré comme entraîneur pour raison que mon nom est dans la liste du candidat pour Cameroun. Et je suis très content que Malte m'a viré ce temps-là parce que ça donne une option pour être sélectionneur du Gambie. Et je pense que c'est le meilleur temps de ma vie comme entraîneur, comme sélectionneur. J'ai commencé à Gambie en juillet 2018. Ce temps-là, Gambie est 172 au FIFA Ranking.
n'a pas gagné un match compétitif pour 5 ans. La dernière victoire avant que j'arrive, c'est contre Tanzanie en septembre 2013. Et quand j'arrive, je sais, le président, le vice-président sont là, et j'ai dit, je suis ici pour qualifier pour le CAN. Et le vice-président m'a vu et dit, mais entraîneur, on veut gagner un match concentré de ça, pas de qualification, parce que c'est pas réaliste. On n'a jamais qualifié dans 60 ans. C'était l'objectif fixé? Pour moi, comme entraîneur, et, et je dois dire que serais très sûr qu'on peut faire ça. Parce qu'avant que je signe au Gambie, j'ai fait mon étude, rechercher les joueurs disponibles. Il y a beaucoup de joueurs jamais joué pour l'équipe nationale qui fait leur début. Je pense de Moussa Bello, Ibrahima Koli, après Yankuba Minte. Il y a 35 joueurs qui font leur début dans 5 ans et demi avec Gambie. Genre, j'ai vraiment donné quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas mon travail seulement. La première chose que j'ai fait, c'est signer un très bon team manager au Gambie, Ousmane Dramé, qui après, avant, ça n'a pas team manager de l'équipe nationale, mais il a fait le travail fantastique. Et ensemble, avec le support du président de fédération et avec des bons joueurs, on a créé l'histoire. On a qualifié pour 2 CAN. On a quart finale et 6e place au premier CAN. On a des bons résultats gagnés contre le Maroc au Marrakech, 2 matchs nuls contre l'Algérie. Dans les qualifications, gagné contre Tunisie. On a des bons résultats, des résultats exceptionnels. On a développé beaucoup de jeunes joueurs et improuvé la FIFA ranking avec 56 positions. So, c'est peut-être le meilleur temps de ma vie sur ce moment comme entraîneur. Vous étiez l'équipe qu'on attendait peut-être le moins à ce moment-là, avec la Gambie, et finalement, en quelque sorte, vous brillez. Est-ce que vous avez vécu la même sensation que les joueurs? Parce qu'en fait, il y a une fois où vous avez évoqué, notamment que pour travailler en Afrique, il fallait, avant, parce que financièrement, ça pouvait être intéressant certaines fois, vous avez dit que c'était plus intéressant d'y aller avec le cœur. Ouais. Est-ce que vous avez senti cette intensité de refaire vivre une équipe qui avait un peu perdu de son football, si je peux me permettre? Mhm. Pour moi, je pense que c'est une des qualités comme entraîneur. Tu vas être tacticien, tactique, technique, physique, mais aussi psychologue. Et la mentalité des joueurs, sûrement dans une équipe nationale, c'est très important. Tous les joueurs qui sont sélectionnés sont des bons joueurs. La différence entre les bons joueurs qui gagnent et les bons joueurs qui ne gagnent pas, c'est 2 choses. C'est le choix tactique et c'est la psychologie. Un groupe qui a la discipline, mais aussi le cœur pour gagner quelque chose, c'est la grande différence. Il n'y a plus beaucoup des exemples des grandes équipes avec des grands joueurs qui gagneraient. On parle maintenant de PSG. PSG a acheté tous les grands joueurs du monde, du Messi, de Neymar, de Cavani, d'Ibrahimovic, Mbappé. Ils ne gagnent rien. Maintenant, c'est une équipe fantastique, mais pas avec les plus grands noms. Ils gagnent le Champions League. En Afrique, c'est aussi avec Zambie, en Europe avec Danemark en 92, avec Grèce en 2004. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que c'est pas toujours les grands noms, les grandes équipes qui gagnent, c'est la mentalité d'une équipe, les disciplines d'une équipe, le cœur d'une équipe. Et c'est une qualité d'un entraîneur de faire les choix. C'est des choix difficiles, hein, parce qu'on sait qu'on va être critiqué par les journalistes, par le public, quand lui ou lui n'est pas dans la sélection, mais tu dois prendre des décisions courageuses et après tu peux travailler ensemble. Et c'est ce que je demande pour un joueur qui vient pour l'équipe nationale, qui vient pour son corps. C'est le pays. Tu peux jouer pour 10 pays, 10 clubs. Tu peux jouer pour Real Madrid, Man United, Napoli, Barcelone, tu peux changer tout le temps. Mais tu payes seulement pour un pays. Et ça doit être quelque chose de spécial. Quand l'hymne national est là, quand tu as le logo là-bas, ça doit être le plus grand honneur. On parle pas d'argent. Moi, l'argent dans ma vie, c'est jamais important. Moi, je suis un entraîneur qui veut gagner des titres, qui veut aller jouer les grands tournois. Et c'est l'ambition que je veux aussi avec mes joueurs. Et je pense que j'ai créé ça aussi au Namibie, au Éthiopie et maintenant aussi avec Gambie. Et j'espère que je peux faire le même au Mali. C'était le cas quand vous aviez quitté votre poste en Asie pour un salaire beaucoup moins intéressant en Afrique. C'était le cœur qui avait primé cette fois. Oui, ce temps-là avec Gambie,
après 5 ans et demi, j'ai toujours un contrat jusqu'à août 2026 et c'est un choix difficile de partir là-bas, mais j'ai discuté avec les joueurs, j'ai discuté avec le président avant, j'ai discuté avec Ousmane Dramé, mon team manager et ma famille et on a pensé que c'est le temps de partir. Ce temps-là, il y a des potentiels, des options peut-être avec Cameroun, avec Ghana et des autres pays. J'ai espéré de travailler avec un des plus grands, mais il y a aussi Philippines. Et le monde ici, le monde du football est sûrement africain. Il ne comprend pas pourquoi j'ai choisi les Philippines. C'est un choix financier, mais c'est aussi un choix excuse, de travailler très professionnel. Aux Philippines, j'ai travaillé avec 2 adjoints, 2 analystes vidéo, 2 préparateurs physiques, 2 physios belges. On a tout voyagé business class, on a le meilleur matériel pour analyser les vidéos. Tout est bien réglé là-bas. On est resté dans le meilleur commandement au Dubaï. On a fait tout trop professionnel. Celle qui manque aux Philippines, c'est peut-être la qualité des footballeurs qu'on a en Afrique. Et quand j'ai reçu l'offre, j'ai parlé en juillet avec Nigeria et après j'ai reçu l'offre du Mali. Pour moi, c'est clair, je vais choisir Mali. J'ai discuté avec ma famille et ma femme parce que les différences entre Philippines financièrement et Mali, c'est très grande différence. Mais elle accepte, elle comprend que je suis un entraîneur qui veut jouer les grands tournois, qui veut gagner les grands tournois, et elle accepte ça. Et le choix, pour moi, c'est facile. Travailler avec une équipe du Mali, avec une fédération comme Mali, et avec le potentiel des joueurs, c'est toujours une ambition comme entraîneur. Et c'est bien comme prochaine étape pour moi. C'est comment la business class? Ah oui, tu dois demander ma fille. Ma fille a 8 ans et elle parle tout le temps parce que tout le temps que ma fille et ma femme ont visité les Philippines, c'est aussi Business Class Airways. Mais c'est pas la seule fédération. Au Mali, je voyage aussi Business Class mais c'est seulement que tout le staff, tous les joueurs, aussi tous les joueurs voyagent Business Class aux Philippines, hein. Quand on voyage des joueurs en États-Unis, en Europe, ça c'est ce que je veux dire que c'est une fédération avec des moyens, avec de l'ambition, avec des idées professionnelles, parce qu'il y a beaucoup de peuples qui ne connaissent pas le football philippin. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas le même potentiel. Mais quand tu veux plus d'informations de business class, tu dois demander à ma fille. Comme je dis, elle a 8 ans, elle a aimé business class. Elle parle tout le temps. Elle est toujours fâchée avec moi que maintenant je suis au Mali et pas aux Philippines, parce qu'elle aime de voyager aux Philippines business class. Ça n'a pas toujours été simple. La transition, je sais qu'elle est énorme. Ça n'a pas toujours été simple. Avec la Gambie, notamment, quand vous arrivez en Coupe d'Afrique 2021, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était pas. Il y a 2 poids 2 mesures. Parce que vous vivez à la fois la meilleure expérience avec une équipe qui n'est jamais partie en Coupe d'Afrique. Vous gagnez après une équipe qui n'a pas gagné pendant 5 ans. Et vous arrivez et la CAN, l'organisation n'est pas au niveau que vous souhaitez. On ne doit pas oublier que c'est le temps du Covid. Juste avant le tournoi, on a une expérience catastrophique. On fait un campement au Qatar, bien organisé par la fédération, mais parce que c'est Covid, presque tout le monde a Covid. J'ai une fois seulement 11 joueurs disponibles pour l'entraînement et on est seulement 3 membres du staff. On a dans le staff 16 personnes, mais tout le monde a Covid. On a 27 joueurs sélectionnés et tous les autres 17 joueurs sont à la maison en Europe, au Gambie ou au Qatar dans l'hôtel avec Covid. C'est la raison qu'on n'a pas joué contre Algérie un match amical, pas contre Syrie au Qatar. Avant le tournoi, j'ai pensé, mais c'est quoi ici? Je suis aussi très fort, c'est mon premier cas, je ne veux pas être Covid et pas être là. Et on arrive au Boya, au Limbe, c'est pas le meilleur hôtel, mais tout est bien, ok là-bas, mais les règles sont strictes. Quand un joueur a Covid, le joueur qui dorme avec lui ne peut pas jouer. Et dans le deuxième tour, parce qu'on a commencé, on a gagné le premier match contre Mauritanie. Et après ce match, mon président, le vice-président dit, quand tu perds maintenant chaque match, on est content. On a gagné le premier match de l'histoire du football gambien au Cannes. On a joué match nul contre Mali. On a gagné contre Tunisie 1-0.
Deuxième tour, on est au Bafoussam et on a dans une infrastructure pas les niveaux comme Sénégal ou Guinée qui sont dans le même côté, mais dans une infrastructure mieux. Et le jour avant le match, presque toute mon équipe est malade. Le temps, ils ont à manger quelque chose de mauvais. Et aussi le temps là, on a avec 6 joueurs dans la même chambre et quand un joueur a Covid, 6 joueurs ne peuvent pas jouer. Je suis très fâché de temps-là, mais je suis fâché parce que je suis entraîneur du Gambie et je vais défendre mon pays comme un soldat. C'est mon travail. Je respecte Cameroun. Le tournoi est fantastique. L'atmosphère, les stades, c'est fantastique. Cameroun est un des plus grands pays de football. Et après, je dois dire mes félicitations au Cameroun pour l'organisation, mais ce temps-là, je pense seulement pour Gambie et je vais se battre pour ça. Et on a gagné contre Guinée-Conakry avec presque une deuxième équipe, avec des joueurs qui jouent en 4e division en Suède, en 4e division en Danemark, 5e division en Suisse, mais on a gagné le deuxième tour contre Guinée. Et seulement au quart final, on a perdu. Au deuxième mi-temps, on a perdu 2-0 contre le Cameroun. Mais c'est une expérience fantastique. Et pour moi, peut-être aussi spécial, parce que quand tu penses, mon première expérience, le football africain, c'est Kono, c'est Roger Mila, c'est les 82. Et mon première expérience au Cannes, c'est au Cameroun. Et c'est pour moi une très bonne expérience. Mais naturellement, pas toujours facile, mais je pense que le deuxième CAN en Côte d'Ivoire a commencé plus difficile pour nous. La qualification avec le séisme, le problème dans le vol sans oxygène, c'est plus difficile que le premier CAN. Et qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là le séisme? Oui, je dois dire que avec Gambie, on a joué 2 fois les pré-qualifications pour être dans les qualifications pour le CAN. Pour le premier CAN en 2021, on a joué contre Djibouti, la pré-qualification, 2 matchs nuls et seulement qualifiés pour la qualification avec les penalties. Et après, on est dans un groupe avec RDC, avec Angola et Gabon. Mais on a gagné ce groupe. On est qualifié. Le deuxième CAN, seulement 2 mois après le 6e place avec Gambie, parce qu'on a fini 6e en 2021 au Cannes. 2 mois après, on doit jouer encore une fois pré-qualification. C'est vraiment fou avec le FIFA Ranking. Il prend le FIFA Ranking avant le Cannes et après, pas après le Cannes. Et avant le Cannes, nous sommes 150 au FIFA Ranking, un des plus mauvais 12 pays, je pense, en Afrique ce temps-là. On va jouer la pré-qualification contre Chad. On a gagné au Cameroun contre Chad, c'est domicile pour Chad, 0-1. Et encore une fois, des problèmes à domicile. On a joué seulement 2-2 à Agadir, parce qu'on ne peut pas jouer 3 ans à domicile avec Gambie. Et on est dans un groupe avec Mali, avec Congo-Brazzaville et Sud-Soudan. Et Mali est, ce temps-là, le meilleur dans le groupe. On a gagné 1-0 au Casablanca contre Mali. Mais le match derrière, c'est le match décisif contre Congo-Brazzaville. On a besoin d'un match nul, c'est à Marrakech, et Congo-Brazzaville a besoin d'une victoire. Et c'est vendredi, le match est dimanche, et c'est vendredi à 23h11, 11h11 dans la nuit, que je suis dans ma chambre, et une expérience jamais vue dans ma vie. Maintenant, j'ai toujours une réaction, c'est pas normal. Le séisme, c'est incroyable. L'hôtel est partiellement détruit. Les joueurs à dormir à l'extérieur. Il y a des joueurs qui veulent rentrer à la maison. Et on a demandé de ne pas jouer le match, mais il n'y a pas un budget pour retourner en octobre. So, on est forcé de jouer ce match et je pense que c'est pas respectable. Il y a plus de 3000 personnes qui sont mortes dans le séisme au Marrakech. Et on doit jouer un match important. Il y a les polices avec nous, il y a l'ambulance avec nous, mais ils ont besoin d'aider les peuples qui sont, pour moi, c'est plus important que le football. Les peuples qui sont morts, qui sont blessés là-bas, c'est irréel. Et ce match, après, je dois motiver mes joueurs de concentrer pour ce match, que c'est spécial. Je ne veux pas donner une excuse de perdre, que c'est le séisme. Je veux qualifier pour une deuxième fois avec Gambie. Et après 75 minutes, c'est 0-2 pour Congo-Brazzaville. Et Congo-Brazzaville est qualifié pour le CAN.
Et 79 minutes, c'est Yankuba Minte, maintenant à Brighton, mais ce temps-là, il a joué seulement en Danemark. Il a marqué 1-2 et les dernières minutes, Badamossi qui marque le 2-2, on est qualifié pour la deuxième fois. Et c'est vraiment un miracle. C'est peut-être plus difficile que la première fois. Euh, mais ce séisme, on est toujours avec les joueurs, je parle toujours avec beaucoup de joueurs de l'équipe nationale de Gambie. On parle beaucoup de ça. Il y a toujours les moments dans notre vie qu'on entend quelque chose dans la rue ou à la maison, qu'on pense que c'est pas un séisme, c'est que on est toujours un peu. C'est un choc, c'est un trauma. Oui, c'est un trauma pour nous. Et j'ai beaucoup d'expérience dans ma vie, des mauvaises choses ou des choses difficiles. Mais ce séisme, c'est peut-être le plus difficile parce qu'on n'a pas de contrôle de ça. Tu es dans un hôtel, tu ne sais pas quel est le point plus haut du fort du séisme, la durée du séisme. Tu ne connais pas la structure d'hôtel, c'est bien préparé ou pas. On ne sait pas. 6 mois avant, c'est le séisme en Turquie. Plus de 6000 peuples sont morts. J'ai un joueur au Macaulay qui a expérimenté les 2 séismes. Il a joué à Beşiktaş et après avec nous. C'est vraiment un trauma pour tous les staffs et tous les joueurs ce temps-là. Mais finissez avec une deuxième qualification pour un deuxième CAN. Et c'est aussi une expérience fantastique. Et je pense que ce CAN, c'est un CAN difficile pour nous. On a un campement saoudi, on a beaucoup de problèmes avant. On a retourné en Gambie. Après, on a un problème avec le vol, qu'il n'y a pas d'oxygène là-bas. Après 9 minutes, on a retourné à Banjul. On a un vol direct au Yamoussoukro. On a retourné parce qu'il n'y a pas d'oxygène. On est presque mort dans le vol. Quand le vol a pas retourné, toute l'équipe est morte dans ce vol. Il n'y a rien d'oxygène dans ce vol. Tu ne peux pas ouvrir la fenêtre, c'est pas possible. On a retourné, c'est un autre choc pour nous. Et on est aussi dans le groupe de la mort là-bas. On a un groupe avec Sénégal qui est le champion d'Afrique, on a avec Cameroun et avec Guinée-Conakry. Et on est le plus petit là-bas. Mais Pendant le vol, ça se passe comment? Comment vous ressentez ce manque d'oxygène? oui, c'est un petit vol. Et c'est un bombardier avec des propelles. Et je suis première chaise. Et normalement, c'est à 14 heures après-midi. Et je suis quelqu'un qui presque jamais dorme dans le vol. Et dans 2 minutes, j'ai le sentiment que je veux dormir. Et c'est pas normal. Je bouge pour rester clair. Et j'ai vu le vice-président qui dorme après 2 minutes. Et j'ai vu des joueurs qui dorment. Et je ne sais pas qu'est-ce qui passe. Et on dit que c'est le mort silence. Quand il n'y a pas d'oxygène, tu ne sens rien, mais tu vas dormir et ce temps-là, j'ai pas l'idée qu'est-ce qui passe. C'est chaud dans le vol, mais je ne sais pas qu'il n'y a pas d'oxygène. Mais tout le monde a des problèmes. Il y a la majorité à dormir, transpirer comme ça. Et on retourne après 9 minutes, mais le retour, c'est toujours 15 minutes. On est en total 24 minutes dans l'air. Qui se rend compte qu'il n'y a plus d'oxygène? C'est le pilote. C'est le pilote. Et quand on arrive, la porte est ouverte et c'est comme on est dans un frigo. L'air, c'est pas normal. C'est 30 degrés au Gambie, au Banjul, mais c'est comme un frigo pour nous. Et il y a des joueurs, on peut pas, ils dorment. Les joueurs poussent pour rentrer. Il y a des vidéos du Sedianko à son Instagram que les joueurs tombent et vu qu'ils sont en panique. C'est vraiment, quand le vol est 2 heures, toute l'équipe est morte. C'est clair. Toute l'équipe est morte. C'est un choc. On est retourné dans notre hôtel. Au début, la fédération veut retourner avec le même vol. On a dit non. On a besoin de notre vol. Et Côte d'Ivoire, parce que réglé par Côte d'Ivoire, a donné un autre vol. Et après, OK, c'est bien passé. Mais 4 mois après le séisme, c'est un autre choc. Et il y a aussi, je pense que c'est quoi avec nous, un séisme maintenant, il n'y a pas d'oxygène dans le vol. C'est vraiment un choc. Mais l'expérience du vol
c'est différent parce que ton connaissance est moins parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il passe. Tu ne peux pas être en panique, tu ne peux pas courir, il manque d'énergie parce que tu vas commencer de dormir. Et avec les séismes, tout est clair, tu sais qu'est-ce qu'il passe, tu sais, tu veux partir de building. Je suis deuxième étage. Dans ma chambre, j'ai juste fait mon chaussure et je suis en mon lit. Et j'ai vu, et le premier moment, c'est la porte qui fait beaucoup de bruit. Et je pensais que c'est mes physios belges qui veulent faire fou, boum, 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 boum. Et dans c'est des détails de secondes, je pense que, mais c'est pas normal, c'est pas humain. Et après, j'ai vu les murs qui bougent. Et je pense que c'est un avion qui fait un crash dans l'hôtel parce que l'hôtel est 1 kilomètre de l'aéroport de Marrakech et on a vu toujours l'avion très proche de l'hôtel et peut-être 2, 3 secondes et je sais, ok, merde, m'excuse, c'est un séisme et je suis en deuxième étage, c'est comme un labyrinthe, je sais que je ne peux pas courir. J'ai pensé, ok, je vais être au tapis plein, juste proche de mon lit. Je ne peux pas être dans le lit parce que c'est fermé, pas parce que je suis grand, mais c'est vraiment fermé. Je prends des cushions, c'est quoi? Pillow, Et coussin. coussins de moi et je suis comme ça, et j'ai vu les murs, et je suis dans une suite, et les autres chambres de ma chambre, il y a les miroirs qui bang, les glaces, les verres, tout, et ça bouge, ça bouge, ça bouge, et je pense que euh, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir ma femme, mon enfant. Ça peut être quand ça finit ici, et après 30, 35 secondes, je pense, c'est plus calme. Et c'est le moment que je suis debout, je rentre dans ma chaussure, je vais voir plus vite les autres chambres de mon côté parce que le docteur est toujours là. Mon team manager est déjà, il n'est jamais dans sa chambre, il est dessus. On a couru à l'extérieur et aux piscines, il y a la majorité de l'équipe, mais il manque des joueurs. Si on a pensé, il y a des joueurs toujours dans les chambres. Si on a appelé, on a trouvé les joueurs extérieurs de l'hôtel. Ce temps-là, il y a les plafonds qui sont en flore, hein. Il y a vraiment des grands parts de plafond et pas de plastique, mais vraiment de concrète, le béton ça serait vraiment détruit. Et ce temps-là, on a tout le monde à l'extérieur de l'hôtel. Et c'est 2 heures dans la nuit, vendredi soir, ou 3 heures dans la nuit. Et je rentre dans la réception. Je dis, est-il possible que l'équipe peut aller aux piscines parce qu'il y a les chaises pour assieds, pour dormir un peu. Et c'est acceptable. Et moi et un joueur, on a rentré l'hôtel. Toute la nuit, je rentre dans l'hôtel qui est détruit pour les matraces, pour toutes les choses pour dormir, que je veux que les joueurs et les staff aient dormi. Moi, je ne dors pas dans la nuit. J'ai l'adrénaline tout le temps, mais c'est une situation fou. Et c'est samedi matin, on m'a dit qu'on doit jouer, on doit entraîner. Et c'est dans une situation fou. Il y a des ambulances, il y a des peuples, tu vois les journaux, à la télé, aux radios, des peuples te contactent. J'ai parlé 2 fois avec CNN ce temps-là parce que c'est vraiment une catastrophe. Et tu dois penser de football, et pas seulement de football, un match décisif pour la qualification, important pour les joueurs, pour le pays, mais aussi pour moi comme entraîneur. Et il y a des peuples qui battent pour leur vie. C'est irréel. Et le deuxième, oui, parce que le jour avant le match, samedi soir, le match est dimanche, la majorité des joueurs disent on ne veut pas dormir dans les chambres. Moi, j'ai demandé une chambre au bas. Je sais. Ouais. Ouais. Et je suis longtemps, à 11 heures, je suis toujours en piscine. La majorité a dormi là-bas. Il y a 2 membres de mon staff, un physio belge et un préparateur physique d'Italie, qui dit on va dormir dans la chambre. Et 10 minutes après, il retourne avec les cousins et tout, parce qu'il dit ils sont peur dans la chambre. Et moi, je retourne dans une nouvelle chambre bas,
Et j'ai ouvert la fenêtre, j'ai ouvert la porte, j'ai dormi avec mes vêtements et avec mes chaussures dans mon lit. Chaque moment, quelque chose va passer, je peux courir. Vous vivez des expériences vraiment compliquées avec la Gambie. Euh, Vous partez sur une compétition où vous n'êtes pas forcément attendu, donc les moyens n'étaient pas peut-être pas mis en œuvre à ce moment-là. Vous vivez un séisme de magnitude incroyable, avec bah, c'est une tragédie, hein. Et vous vivez aussi un vol où vous avez failli perdre la vie. Est-ce que ces catastrophes, entre guillemets, ça a soudé les liens dans votre groupe? On a toujours une très bonne relation dans le groupe, mais ça crée un groupe plus fort. Le groupe de l'équipe Gambien, c'est un groupe fantastique. C'est vraiment, ce sont des amis avec les expériences fantastiques, les qualifications, les bons matchs, mais aussi les expériences, les tragédies que peut-être presque rien de footballeur a expérimenté. Ça crée vraiment un groupe fort. Et je pense que le plus grand honneur que le gouvernement gambien a fait, avant le tournoi en 2023, ils ont donné toute l'équipe et les membres du staff le passeport diplomatique gambien. Et pour moi, c'est le plus grand honneur parce que après ça, en début janvier 2024, j'ai reçu le passeport gambien diplomatique et il y a le choix entre un prime de 10 000 ou 20 000 euros ou le choix de recevoir un passeport d'un pays que tu as travaillé. Pour moi, le passeport, c'est le plus grand honneur et c'est fantastique. Et ça donne c'est clair que c'est le respect qu'on a fait ensemble, les joueurs, pour le pays, pour représenter aussi dans les moments très difficiles, dans les moments que les peuples pensent de leur famille, de leur vie, et pas pour tout le temps de football, mais l'équipe a fait tous ensemble. Et je suis très fier de mes joueurs, tous mes joueurs au Gambie. Je suis très fier de mon staff parce qu'on a travaillé avec un staff local, un mix avec les étrangers. Et je suis très fier de ma fédération parce que on a fait ça ensemble dans les mauvais temps, dans les bons temps, mais on a toujours resté debout. Et je pense que le passeport, juste avant le tournoi, ça donne quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, c'est le plus grand honneur peut-être comme sélectionneur que je peux recevoir d'un pays. Et comme je dis, tu peux me donner un prime de quelques euros, 1000 euros, mais ça donne rien comparaison avec le passeport. C'était plus intéressant d'être mi-scorpion, mi-diable rouge, du coup. Qui? Ah oui, ouais, Diable Rouge, mais j'ai jamais joué pour le Diable Rouge. Je pense que je suis belge, mais peut-être que je suis plus africain, plus gambien que je suis belge. Vous êtes pardon, dans le quatrième chapeau pour la CAN 2023, ce qui vous expose aux plus grandes équipes. La marche est trop haute peut-être à ce moment-là. Vous, comment vous réagissez quand vous voyez votre groupe de la CAN au tirage au sort pour la première fois? Oui, je suis là. La première fois, c'est le Canon 2021. On a un groupe qu'on a pensé que c'est possible avec Tunisie, Mali et avec Mauritanie. Moi, comme entraîneur, je suis sûr qu'on peut faire ça. En 2023, avec le groupe Sénégal, qui est le champion d'Afrique ce temps-là, avec Cameroun, toujours un des plus grands pays football africains, et avec Guinée-Conakry. Ah ouais. Euh, Cameroun et Sénégal, juste joué la Coupe du Monde en Qatar en 2022. On a deux pays du 6 pays qui a joué la Coupe du Monde au Qatar, 6 pays africains. C'est vraiment le groupe de la mort. Et comme entraîneur, je ne suis pas content avec ce groupe. Naturellement, on sait que ça va être très difficile de qualifier pour le deuxième tour, encore une fois, fait le même miracle. Aussi, parce que dans la fédération, on a des problèmes financièrement. On n'a pas joué un match amical pour plus d'une année. Quand on a joué la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire, on n'a pas joué un match amical
dans la préparation. Faute de moyens, ça? Oui, pas de moyens. Le dernier match amical, on a joué en novembre 2022 contre Guinée-Bissau en Turquie. Et le CAN est en janvier 2024. Sont plus de 13 mois, on n'a pas joué un match amical, on n'a pas de moyens. Et c'est la réalité. Je ne suis pas fâché, c'est pas de mon mauvais de fédération, c'est la réalité de pays comme Gambie. On n'a pas les mêmes moyens que Algérie, Maroc, Nigeria, Ghana et les autres. C'est clair. Les stades gambiens, ils n'étaient pas homologués par la CAF? Aussi, on a 3 années pas joué à domicile. On ne peut pas inviter les pays à nous. C'est vraiment difficile. On a fait la qualification sans un match à domicile. C'est une situation pas facile. Le premier match contre Sénégal, je pense qu'on a fait un faux là-bas. J'ai vu jouer pour un match nul. Et quand c'est 1-0 pour le Sénégal, j'ai dit, OK, laisse 1-0, c'est pas mauvais. Et l'équipe, parce que c'est Sénégal, c'est le Sénégambie, le derby, a fait tout et on a perdu 3-0. Et après, c'est le grand problème parce qu'on peut toujours qualifier avec une victoire dans le dernier match. Le deuxième match, on est mieux que Guinée, mais on a perdu 1-0. Et le troisième match, c'est le meilleur match du tournoi pour nous et l'un des meilleurs matchs du tournoi en général. On a joué Cameroun à Bouaké. C'est 2-1 pour Gambie, le 95 minutes. Non, 85 minutes, c'est 2-1 pour nous. Ce temps-là, on est qualifié pour le deuxième tour. Il y avait une longue célébration d'ailleurs, hein. Et oubliez pas que quand on est qualifié pour le deuxième tour, Côte d'Ivoire n'est pas qualifié pour le deuxième tour. Quand on gagne ce match contre le Cameroun, on est en deuxième tour et Côte d'Ivoire n'est pas qualifié. Côte d'Ivoire, après champion d'Afrique, ce moment-là ne peut pas être qualifié. Et la célébration, c'est correct que tu dis. Moi, je reste calme, mais les joueurs et la majorité des membres du staff pensent que le match est fini. Et la célébration, c'est grand, c'est 2-1. Le stade est tout avec nous parce qu'ils n'aiment pas les Camerounais ce temps-là. Et c'est un own goal d'un joueur de moi, le 88 minutes. Et dans l'extra time, c'est le 3-2. Et c'est vraiment dommage parce qu'on est très, très, très près, très proche d'une victoire contre le Cameroun et d'un autre miracle. Mais pour moi, les résultats contre Sénégal, Guinée et contre Cameroun, dans la situation, avec les moyens, avec les qualités et avec la préparation qu'on a, c'est un résultat normal. On ne peut pas demander que la Gambie, qui est toujours le temps-là 126 au FIFA ranking, et Guinée-Conakry est 80 et Sénégal, je pense, 15 au FIFA ranking et Cameroun 38 ou quelque chose comme ça. Et il y a une grande différence entre ces pays. Je suis fier de mon équipe. Je pense que mon équipe là-bas au Côte d'Ivoire a fait tout. Le staff, la fédération, avec notre moyen, a fait tout. Mais comme entraîneur, je suis jamais content. Moi, je veux gagner des matchs, je veux aller au deuxième tour, je veux aller au quart final. Et quand tu fais ça une fois, tu veux ça faire plus. Parce qu'oubliez pas qu'on a commencé en 2021 le premier CAN. On n'a pas commencé avec l'idée, on est content d'être ici. J'ai dit mes joueurs du Gambie, on est ici pour être champion d'Afrique. On a fait des vidéos du Zambie 2013, on a fait des vidéos du Grèce 2004 et du Danemark en 92. On a fait des vidéos avec l'idée, on est les débutants, mais on est ici pour être champion d'Afrique. Et quand on a perdu contre, encore une fois, Cameroun au quart final, on n'est pas content. Ça prend 2 semaines pour moi de réaliser qu'on a joué le quart final et qu'on a fait un bon travail. Mais ça prend beaucoup de temps. Moi, je veux gagner, je suis un vainqueur, je veux gagner, je veux que l'équipe gagne tout le temps. Ça, on peut être jamais content avec une défaite. En 2024, vous rejoignez une nouvelle aventure, celle de rejoindre une grande nation africaine, le Mali. Vous succédez à Eric Chell, natif malien. Comment vous êtes accueilli au Mali? Oui, je suis toujours un amateur de football malien.
plusieurs fois avant les grands tournois, je suis demandé pour une analyse en 2019, 2021, 2023, et je dis toujours que Mali est un des favoris. Aussi avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022, je dis que je pense que Mali peut gagner contre Tunisie pour aller aux Coupes du Monde. So je suis convaincu que la qualité du Mali est là. Et on a joué 3 fois contre Mali avec Gambie. Et on a joué au Cannes en 2021 un match nul. Dans la qualification pour le Cannes 2023, on a joué perdu au Mali 2-0, a gagné à domicile au Casablanca 1-0 contre Mali. Donc, je connais bien l'équipe malienne. Mais ce temps-là, Eric Schell a fait un très bon travail, n'oubliez pas. Il avait fait 21 matchs, il a seulement perdu 3. C'est vraiment exceptionnel. Il a perdu contre Gambie, son première défaite. Il a perdu contre Côte d'Ivoire, le quart final. Mais c'est pas. Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, quart final au Cannes. Il a perdu à domicile contre Ghana. C'est pas un match facile qu'il a perdu. Il a fait un très bon travail. Pour tout respect pour Eric Schell. Mais quand j'arrive là-bas, il y a un temps très mauvais parce que en juin, 2 mois avant que j'arrive, il y a beaucoup de problèmes avec l'équipe, avec les voyages. Il y a des problèmes entre les joueurs et la fédération. Il y a l'entraîneur qui est viré. Quand j'arrive dans un moment il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de discussions, il n'y a pas une équipe homogène. Il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas représenter les pays qui ne sont pas disponibles pour le match en septembre. On a joué pas avec l'équipe qui a invité au début parce que c'est pas moi qui a fait les invitations en septembre. J'ai commencé une semaine avant le premier match, mais les invitations sont faites par mon adjoint qui est l'entraîneur de ce temps-là, Aliou Badar, un bon entraîneur local. Mais j'ai parlé direct avec l'équipe. OK, vous êtes là, vous êtes joueur de l'équipe nationale, on va faire le travail ensemble. J'ai choisi un capitaine avec Yves Bissouma et je pense qu'on a commencé direct très bien. On a fait 6 matchs de qualification. On a 4 victoires, 2 matchs nuls, incassé seulement un but dans les 6 matchs. Le premier match contre Mozambique et on a fait contre Eswatini le plus grand victoire du Mali des dernières 50 années avec une victoire de 6-0. Vous êtes fier du score? Oui, mais tout le monde sait que j'aime la défense, j'aime une bonne organisation et je pense que quand tu fais une construction d'un building, la construction, ça doit être stable et c'est la défense d'une équipe. C'est plusieurs fois la meilleure défense qui gagne le titre et pas la meilleure attaque. Je suis content avec le travail défensif, mais je suis aussi content qu'on peut marquer beaucoup de buts. C'est important pour les spectateurs qu'on peut donner ça à domicile. Une victoire 6-0, ça passe pas tout le jour, pas pour Mali, pas pour les autres pays. On est qualifié facilement pour le Cannes. Après, OK, il y a le deuxième rêve pour aller aux Coupes du Monde. Et c'est un peu plus difficile. Quand j'arrive, Mali est seulement 4e dans le groupe. Il y a Ghana et Comores qui sont premiers avec 4 points plus que Mali. Il y a Madagascar qui sont 3e avec 2 points plus que nous. Et seulement derrière nous, c'est Centrafrique et Tchad. Et on a fait maintenant 2 matchs. Avant moi, Eric Schell a fait 4 matchs, 3 à domicile, seulement un à extérieur. Il a joué plus de matchs à domicile. Il a joué victoire à domicile contre Tchad, perdu contre Ghana et match nul contre Centrafrique République à domicile et un match nul extérieur contre Madagascar. Et on a commencé en mars pour la Coupe du Monde avec une bonne victoire contre Comores. Et c'est dommage qu'on n'a pas gagné extérieur, parce que Comores c'est aussi extérieur. On n'a pas gagné contre Centrafrique, c'est un match nul, mais après 5 matchs, après 8 matchs, 5 victoires, 3 matchs nuls. On a joué seulement 3 matchs à domicile et 5 extérieurs. Marqué 13 buts et incassé un but, c'est pas mauvais pour commencer. Bien sûr. Vous avez des chances encore de qualifier en Coupe du Monde? C'est toujours un objectif principal? C'est toujours un objectif, mais on n'a pas tout dans notre main. On a besoin d'être du Ghana. Ghana a 6 points plus que nous. On est toujours 4e dans notre groupe. On reste 4 matchs. En septembre, on va jouer contre Comores à domicile et contre Ghana là-bas.
match très difficile. Et en octobre, on a deux matchs, un match à domicile contre Madagascar et extérieur contre Tchad. On a presque besoin de gagner les 4 matchs. Et Ghana va perdre un autre extra match pour aider nous. Ça va être vraiment difficile de gagner ce groupe. Mais il y a toujours l'occasion peut-être d'un des meilleurs 4 deuxième positions. Et on doit faire tout nous-mêmes. On ne va pas concentrer du Ghana ou du Comores, des autres pays. On doit faire nous-mêmes de gagner minimum 10 points et peut-être 12 points dans les derniers 4 matchs de qualification. On va voir que c'est suffisant pour jouer les playoffs pour toujours aller aux Coupes du Monde. Le fait qu'ils aient augmenté le nombre de participants africains à la Coupe du Monde et aussi peut-être hein, le fait qu'une grande nation du football comme le Ghana n'accède pas à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis très longtemps. Est-ce que ça vous rassure un peu dans le fait de pouvoir gagner des places supplémentaires dans ces 4 matchs restants ou pas vraiment? C'est très difficile parce que 9 places pour Afrique. Maintenant, on est content de ça, mais c'est pas acceptable. Il y a 54 pays en Afrique. On est le plus grand continent du monde. Et l'Europe, je ne sais pas combien de places, peut-être 19 ou 18 places pour les pays européens. Euh, pour moi, on a besoin plus de places pour l'Afrique. Quand tu parles des grands pays africains, j'ai déjà 9 pays. Quand on parle d'Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire et Cameroun, c'est 9 pays. Et il y a le Mali, il y a Burkina Faso, RDC et Afrique du Sud, et peut-être Angola. C'est 14 pays qui peuvent aller aux Coupes du Monde avec la qualité, peut-être le Comore maintenant. Mais Afrique, pour moi, les 9 pays, comme j'ai dit avant, ce sont des grands pays de football du monde, pas seulement en Afrique, qui va être toujours aux Coupes du Monde. Et on a besoin des pays comme Burkina Faso, des RDC, Afrique du Sud, qu'Angola ou Mali pour aux Coupes du Monde. Je pense qu'on a besoin de plus de place. C'est mieux maintenant 9 que 6 avant, mais ce n'est pas suffisant. On va faire tout, nous, pour se qualifier. C'est dommage que je ne peux pas commencer la qualification parce que quand je commence au début, peut-être on est qualifié, on ne sait jamais, mais je dois dire que chaque qualification que j'ai fait 3 qualifications début jusqu'à la fin, et 3 fois je suis qualifié. J'ai jamais commencé une qualification et fini une qualification et pas qualifié. Avec Gambie, avec Mali, et les autres, je commence après 3 matchs, après 4 matchs, les qualifications. Mais quand je commence et j'ai fait toutes les qualifications, j'ai qualifié pour chaque tournoi et on ne sait jamais. Maintenant, on est dans une situation difficile, mais on va faire tout ensemble pour notre miracle et qualifier pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Après presque un an d'exercice avec le Mali, est-ce que vous ressentez encore les blessures de la séparation avec la précédente organisation? Il y a des joueurs que vous n'avez pas rencontrés là? Oui, oui, naturellement, tout peut être mieux, hein. Dans le football, comme entraîneur, comme staff, on est des professionnels, on demande des choses, il y a les moyens, il y a des choses différentes entre chaque pays et on doit improver quand on veut gagner des titres, quand on veut être champion d'Afrique, quand on veut aller Coupe du Monde. C'est important que un gouvernement, une fédération, sait qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir ça. La raison que Algérie, Maroc, Tunisie, ils ont presque tout le temps en Coupe du Monde, que Sénégal est les dernières 10 années un des meilleurs pays en Afrique ou au monde, c'est qu'il y a une très bonne organisation, des bonnes infrastructures, des bons plannings, des bons staffs, des bons moyens, des bons vols, des bons voyages. C'est toutes les choses qui sont importantes que tu peux gagner. C'est pas seulement la qualité des joueurs. Quand Messi doit jouer avec un pays africain, avec une mauvaise organisation, il n'est pas champion du monde en 2022. C'est clair, c'est pas la qualité des joueurs qui compte seulement, c'est tout, c'est le gouvernement, la fédération, le staff technique, les joueurs, tout, on doit travailler ensemble pour être mieux. Euh, il y a des joueurs qui sont disponibles, presque tous les joueurs sont disponibles pour l'équipe nationale, j'ai parlé avec tout, mais pour moi, je suis aussi quelqu'un euh, qui respecte les joueurs qui sont là dans les temps quand il n'y a pas beaucoup de choix,
les soldats qui sont toujours disponibles. Je ne veux pas un joueur qui pense qu'il peut décider quand il vient ou quand il ne vient pas. Je veux des joueurs qui sont toujours disponibles. Quand tu peux représenter ton pays, c'est le plus haut dans ta vie. Il y a 23 millions de Maliens, il y a seulement 11 qui peuvent jouer pour l'équipe nationale. Il y a beaucoup de petits-enfants qui vu les héros dans l'équipe nationale. Il y a des dames, des hommes, des anciens, des vieux personnes qui vu la télé ou dans la stade. Tu représentes ton pays, tu es un soldat de football de ton pays, tu es un ambassadeur. C'est le plus grand pour un joueur d'entendre l'hymne national, de chanter l'hymne national et d'être un des 11 ou un des 23 joueurs qu'ils ont choisi. Et je veux ça dans mon équipe. Et quand tu es un très bon joueur, mais tu n'as pas le sentiment de ça, c'est pas besoin de vous. Quand tu es un bon joueur et tu es prêt, et avec ton corps, avec ton mentalité, on est prêt pour vous. La porte est ouverte pour tout, mais naturellement, les joueurs qui essayaient pour qualifier et qui fait les premiers 8 matchs, je connais mieux, qui connaît la stratégie, c'est la base, et on va voir dans le futur quel changement qu'on va faire. À ferveur. Euh, pour la Coupe d'Afrique des Nations, vous tombez contre le pays hôte, le Maroc, qui est probablement le plus pressenti actuellement à gagner le titre. Malheureusement, vous ne faites pas le match d'ouverture que vous souhaitiez. C'est un petit regret ou pas? Ah ben, je regrette, tu peux seulement regretter le choix que tu fais, mais c'est pas un choix de moi, c'est dommage, mais je n'ai pas contrôle du tirage. Je suis content avec le groupe. Il y a un peu des peuples qui disent que c'est le groupe de la mort, sûrement avec les qualités du Comore, avec Stéphane Cousin, il y a un très bon entraîneur là-bas. Zambie, c'est un bon pays avec Alvin Grant, un bon entraîneur. Et naturellement, le travail de Walid très grave au Maroc, tout le monde a vu ça, les performances au Coupe du Monde. Ils ont les grands favoris pour le tournoi. Ils sont les grands favoris dans notre groupe. Mais il y a 2, peut-être 3 équipes qui vont qualifier dans notre groupe pour le deuxième tour. On doit concentrer ça. Et n'oubliez pas que les grandes performances du Maroc, c'est dans une situation qui ne sont pas favoris. Au Coupe du Monde, ils jouent très défensif. Ils jouent le contre-football que moi j'ai fait avec Gambie en 2021. Maintenant, ils ont le favori, ils doivent faire le jeu. Et peut-être c'est pas tout l'équipe veut, parce que ça demande des choses. Le public, les 50 000 ou 60 000 qui sont à Rabat, veut seulement une victoire et 1-0, c'est pas suffisant pour Walid Regragui. Il veut gagner chaque match 3-0 quand c'est nécessaire. La pression, c'est très grand pour cette équipe. On est là pour rester jusqu'à la fin. La fédération, quand j'ai signé le contrat, a clairement dit qu'on veut aller aux demi-finales. Et je pense que c'est normal pour un pays comme Mali de dire ça. C'est pas normal de faire ça, mais c'est normal de dire ça. Quand en 2012-2013, Mali est 3e au CAN. Après, il y a une longue période de 10 ans que Mali a des bons joueurs, mais seulement 12e, 11e, 11e, 10e. Et les derniers CAN, ils ont 7e. Quand tu penses que Gambie est 6e, 2 CAN passés, que ce n'est pas les résultats pour Mali. J'accepte le job pour être dans les demi-finales. Mais comme je dis, je pense qu'il y a 14 ou 12 pays qui peuvent être aux demi-finales. On a, comme je dis, Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, on a Sénégal, on a pas Ghana, c'est un avantage, mais on a toujours Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun. Afrique du Sud, on a Burkina Faso, RDC, on a Mali et peut-être Angola qui a une très bonne équipe. Il y a beaucoup de pays qui ont la même ambition. Il y a seulement 4 qui peuvent jouer le demi-finale, mais c'est clair qu'on veut jouer le demi-finale. Et après, on va voir que c'est possible ou pas. On a besoin de qualité, on a besoin de peu de chance et on va voir, mais on va aller avec l'ambition au CAN, c'est clair. C'est peut-être l'année de tous les possibles. Le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, sa première Ligue des Champions. Yves Bissouma remporte la Ligue Europa avec son équipe. Et vous, aujourd'hui, vous avez des ambitions de gagner peut-être la Coupe d'Afrique, la première, de décrocher l'étoile pour le Mali, parce qu'on sait que c'est une grande nation africaine, mais qui n'est jamais pour l'instant parvenue à décrocher cette étoile. J'ai parlé de demi-finale, pas gagner le titre, mais tu peux voir dans ma tête peut-être, mais officiellement, les demi-finales, c'est notre ambition, mais je pense que chaque pays qui commence veut gagner les titres, c'est clair. C'est Mais pas le grand
rêve Ouais, actuellement? c'est le grand rêve, c'est clair, mais on doit respecter les adversaires, on doit être réaliste. Je pense quand on joue les demi-finales, c'est fantastique. Mais comme tu as dit, clairement, il y a des résultats exceptionnels du PSG, du Tottenham. J'ai parlé du PSG avant. Il y a pas les grands noms comme avant, pas de Messi, de Neymar, d'Ibrahimovic, de Cavani, Mbappé, c'est ils gagnent les titres. Tottenham, pas une saison spéciale dans la Ligue, mais ils gagnent la Coupe d'Europe. Yves est maintenant champion d'Europe. Maintenant, la prochaine étape, c'est champion d'Afrique, peut-être, Inch'Allah. Mais j'ai parlé avec Yves beaucoup de choses de fois avant. Il est vraiment un grand leader. Je pense que quand il a recevoir le brassard, ça change beaucoup. Aussi pour nous, il a marqué des buts, dans des passes décisives. Il est leader au pelouse, mais aussi dans l'hôtel. Je suis très content avec lui. Et dans le football, c'est clair que c'est pas toujours l'équipe que tout le monde pense qu'elle est le meilleur qui va gagner. Il y a toujours des surprises et on a besoin d'une équipe qui est prête pour ça, qui veut faire tout ça, qui peut faire tout aussi dans les disciplines pour réussir ça. Parce que tu peux jouer le meilleur football, mais quelques semaines, quelques mois, quelques années après, tout le monde a oublié ça. Mais quand tu gagnes quelque chose d'exceptionnel, vu Maroc en 2022, vu Paris Saint-Germain et Tottenham, vu Gambie en 2021, ça reste dans l'histoire du football et je demande de mes joueurs, je veux que dans 50 ans, tout le monde va connaître les joueurs du Mali après le CAN 2024, 25. C'est important maintenant d'écrire l'histoire ensemble, mais c'est toujours une longue route. On va préparer tout. J'espère que tous les joueurs sont disponibles. On n'a pas de blessures graves avant. On est toujours dans le développement de l'équipe parce qu'on va jouer le premier match amical maintenant contre RDC. Avant, on n'a pas d'occasion de jouer. On est toujours dans la phase de développer. Mais je pense que c'est le moment qu'il n'y a pas de petits pays et pas de pays clubs, pas des petites équipes. Tout le monde peut gagner un titre et pourquoi pas Mali. Quand on est sélectionneur d'une équipe nationale, euh, vu de l'extérieur, on pense qu'il y a seulement les dates FIFA et les convocations des joueurs. Mais toute l'année, moi, je vous ai vu travailler. Il y a aussi le scouting, l'exploration du vivier national. Euh, Est-ce que celui du Mali, vous l'avez bien exploré ou pas encore? Est-ce que vous avez des plans? Est-ce que vous avez lancé des jeunes pour la première fois, par exemple? Oui, pour moi, OK, au Mali, c'est un peu différent parce qu'il y a plus de 100 joueurs qui jouent en Europe. Je suis notamment les ligues locaux, mais j'ai un staff locaux qui suivent les matchs. Il y a les grands clubs comme Djoliba, comme Stade Malien, comme Real Bamako. Mais il y a quelque chose de spécial au Mali. Il y a des grands talents. Chaque semaine, il y a des nouveaux talents. Il y a des académies du Monsieur Ducoré, des académies du Jean Guillou. Il y a toujours des nouveaux joueurs qui font le transfert. Les dernières 10 mois, il y a des joueurs, plus de 10 joueurs qui sont signés avec les grands clubs en Europe, avec Barcelone, avec PSG, avec Manchester United, Villarreal, Bayer Leverkusen, Anderlecht. Il y a toujours des nouveaux joueurs maliens qui sont là. Mais naturellement, on ne peut pas seulement inviter, on crée une base. Il y a des joueurs qui font leur début avec moi. Il y a des joueurs qui, avant que j'arrive, ne sont pas importants dans l'équipe nationale, pas invités au seulement au banc, qui sont maintenant importants. Et mon manière de travailler, je fais beaucoup de scouting. J'ai visité dans 8 mois 34 joueurs. Je voyage beaucoup et pour moi, c'est le respect des joueurs. On peut voir à la télé, à Internet, toutes les dates et toutes les vidéos, mais je veux aussi connaître le joueur personnellement. Je veux parler avec lui, voir l'infrastructure, la manière qu'il travaille et dans le respect pour le joueur. J'ai fait ça aussi avec Gambie. Et je vais faire ça aussi pour Mali. Il y a toujours le développement. On a une base, mais quand il y a de nouveaux talents qui sont là, on va inviter de nouveaux joueurs. Et il y a maintenant, je ne sais pas, mais il y a peut-être maintenant 7 ou 8 joueurs qui font leur début avec l'équipe nationale malienne avec moi dans les premières 8 mois. Et c'est toujours un développement de l'équipe. Quand vous partez faire du scouting, vous partez quand même en business, hein? Non, non. Et je vais dire, c'est moi qui paye tout. Hein.
D'accord. Ok, quand vous suivez Ça, les... parce que j'ai vu le public qui écrit, mais ça coûte beaucoup la fédération. J'ai visité jouer au Qatar, en Italie, en France, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. C'est moi qui paye les vols, les carburants, l'hôtel, tout, tout. Moi, j'ai payé seul. Enfin, Parce que c'est basé sur du volontariat? Ou parce que... parce que la fédération dit que je peux récupérer l'argent, mais je préfère qu'il y ait l'argent pour l'équipe, pour les joueurs, pour des bons campements, pour des bons hôtels, pour des bons voyages. Et c'est part de mon job. Et quand je peux récupérer l'argent après, c'est bien. Mais c'est moi qui offre. Et c'est pas business, non. Merci coach de nous avoir raconté votre parcours, de nous avoir raconté vos ambitions actuelles avec le Mali. On le répète une dernière fois, vous êtes Tom Saintfiet, pour ceux qui ne le savaient pas. Et on espère vous voir soulever votre première Coupe d'Afrique des Nations. Inch'Allah.